Christophe Béchu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris le temps de vous arrêter par nos studios pour cet entretien qui, je le précise, a été enregistré dans les conditions du direct en milieu d'après-midi pour des raisons d'agenda, puisqu'au moment où nous diffusons ce programme, vous animez le dernier conseil municipal d'Angers avant les vacances d'été. Je dis pas de bêtises ? C'est bien ça, même s'il restera encore un conseil fin juillet, donc les vacances, c'est pas tout de suite. Donc je dis des bêtises. Pour m'accompagner jusqu'à 19h, Raphaël Delacroix, directeur de RCF Anjou. Bonjour Raphaël. Bonjour Bastien, bonjour monsieur le maire. On va évidemment démarrer avec les sujets locaux, les dossiers qui concernent directement la ville d'Angers. Mais juste avant, on voulait vous faire réagir à l'actualité, Christophe Béchu. Vous n'êtes pas sans savoir que la gauche a organisé sa primaire en vue des élections municipales 2026. C'était ce week-end. Une primaire qui a vu l'élection de l'écologiste Romain Lavaux. Il est sorti vainqueur d'un scrutin qui s'effectuait sur le mode du jugement majoritaire. J'aimerais d'abord, avant de nous faire dire un mot sur Romain Lavaux, peut-être vous exprimiez sur ce mode de scrutin, le jugement majoritaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a senti la bonne idée du côté de la gauche. Vous en pensez quoi, vous ? J'en pense rien. C'est vrai ? Moi, je connais les élections, l'expression majoritaire des gens. Je suis attaché à ce que la démocratie, on puisse lui donner le plus de vigueur possible, mais ce qu'on organise, ce sont des votes. Des votes pour que les habitants de Savary choisissent le projet dans lequel ils ont envie d'habiter, des votes pour que les Angevins choisissent à l'intérieur du budget participatif les projets qu'ils souhaitent voir mis en œuvre. J'ai compris que c'était une manière d'éviter d'humilier les perdants et de faire en sorte de... Oui, ça comme ça. C'est en tout cas ce que j'ai compris en vous lisant. Moi, très honnête. C'est la manière d'exprimer un vote plus nuancé déjà. Super. D'accord. C'est tout ce que ça vous... Non, vous trouvez pas que c'est une avancée pour le vote démocratique, pour qu'il soit un peu plus lisible, justement ? Écoutez, moi, ma conviction, c'est que donner la parole plus souvent aux gens, faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer, c'est nécessaire. En revanche, il y a un cadre très clair, qui est le cadre de la démocratie, dans lequel les citoyens ont l'occasion d'exprimer une préférence de manière claire. Alors que pour des votes internes de quelques chapelles, on aille inventer des dispositifs, pourquoi pas ? Mais la vraie démocratie, c'est celle dans laquelle on ne demande pas aux gens de payer, c'est celle dans laquelle on n'invente pas des critères de citoyenneté qui diffèrent de ceux qui existent dans le Code général des collectivités territoriales, et dans lequel, à la fin, chacun s'exprime. Que d'autres aient envie de faire autrement, ça ne me pose pas de difficulté. Vous me demandez si j'ai un avis, je vous réponds que moi, ma préférence, elle est toujours d'avoir un système qui soit clair, qui soit lisible et qui permette à l'électeur de répondre de manière simple à une question qui lui est posée. Et c'est pas, à votre avis, ce que rencontre le jugement majoritaire ? Je vais être très honnête avec vous. J'ai passé assez peu de temps à me demander ce que je ferais et à essayer de comprendre le mode de scrutin, puisque je n'avais jamais imaginé participer à cette élection. Tiens donc, c'est bizarre. Un mot sur Romain Lavaux également, donc, qui est sorti en tête de ce scrutin. Vous allez me dire, tant mieux, ils font ce qu'ils veulent, ils élisent qui ils veulent à gauche pour mener la campagne, mais quand même, comment vous jaugez cette personnalité ? On le verra à l'œuvre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Le souvenir que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui a siégé dans la majorité entre 2008 et 2014, qui est donc comptable d'un bilan qui a consisté à minéraliser la place du ralliement, à réaliser Atoll avec ses 4000 places de parking à l'extérieur, à soutenir un projet biopôle climaticide et dangereux pour les agents qui y travaillaient. Et donc, qui viennent demain nous expliquer comment ce que nous avons fait depuis environ 10 ans ne répond pas aux aspirations des Angevins. Je l'attends avec une forme de curiosité. C'est ce à quoi vous vous attendez de sa part ? La couleur qu'il va donner à sa campagne ? J'ai vu les premières déclarations. Moi, si vous voulez, mon obsession aujourd'hui, c'est pas de savoir qui est candidat pour telle ou telle partie de la gauche, parce que j'ai cru comprendre que l'extrême gauche n'avait pas participé à les filles en l'occurrence à ce scrutin. Ce qui m'importe, c'est de faire en sorte que les jours qui nous séparent du mois de mars de l'année prochaine soient utiles. On a été élus pour 6 ans. Ça fait un peu plus de 5 ans que nous sommes en poste. Il y a encore beaucoup de chantiers sur lesquels on est amené à travailler. C'est à ça que je consacre mon énergie. Justement, on va s'y atteler, on va évoquer ces sujets. Raphaël Delacroix, je vous laisse prendre la main. Oui, on va aborder à présent quelques questions relatives à la gestion de la ville. Alors, un des sujets abordés ce soir en conseil municipal et qui devrait donc être adopté par la majorité concerne l'armement de la police municipale. 75 agents à terme seront équipés entre la fin de l'année 2025 et le début de l'année prochaine pour les équipes des nuits comme de jour.
L'opposition n'y est pas favorable, dénonce le fait qu'il n'y a pas d'urgence sécuritaire et que c'est plutôt d'ailleurs un équipement réservé à la police nationale qui, elle, est formée pour ça. Je rajoute aussi que nous avons tous en tête le meurtre de Mathias à la gare d'Angers, c'était le 2 janvier dernier, le triple meurtre à Cœur de Maine en juillet de l'année dernière. J'en viens à ma question, Christophe Béchu. Il y a à Angers une menace accrue d'homicide, de violence grave aujourd'hui qui justifie cette mesure de l'armement de la police municipale. Vous savez, Raphaël Delacroix, d'abord sur ces sujets, il faut toujours être très prudent. Parce que vous pouvez avoir des faits divers qui frappent l'opinion. Et c'est pas nécessairement parce que la police municipale aurait été armée qu'on aurait été capable d'arrêter ou un déséquilibré qui s'en est pris à plusieurs personnes dans l'espace de seulement quelques minutes ou ces coups de marteau absolument atroces avec lesquels un jeune a été tué près de la gare. Mais à l'inverse, ma responsabilité de maire, c'est de protéger les Angevins. Et c'est de protéger ceux qui les protègent. Dans plus de la moitié aujourd'hui des communes françaises, les policiers municipaux sont armés. 90% de nos policiers municipaux sont des anciens policiers ou des anciens gendarmes qui portaient une arme dans leur ancienne vie. Et quand il y a quelques années, je discutais avec les policiers municipaux, en 2014, en 2020, et évidemment à beaucoup d'occasions entre les deux, même si quelques-uns exprimaient le désir d'avoir une arme, la majorité comprenait que la mission principale, les menaces qu'ils étaient susceptibles de rencontrer, permettait de justifier qu'il n'y ait pas d'armement. Quand j'ai rencontré les policiers municipaux, il y a plusieurs semaines, et que ça n'est pas une partie d'entre eux, ça n'est pas une majorité, c'est l'unanimité des policiers municipaux angevins qui ont exprimé ce désir. Donc les temps changent. Et ce besoin, qui ont raconté les interventions où ils se retrouvent avec des gens qui, autrefois, étaient seulement agressifs en parole, et pour lesquels, aujourd'hui, certains d'entre eux sont équipés d'armes. Quand on voit les évolutions de position de beaucoup d'autres maires ailleurs en France, devant une augmentation des dangers, nous avons la nécessité aujourd'hui de rehausser le niveau de protection des Angevins. Vous venez de dire qu'il faut être prudent et qu'il y a faits divers d'un côté ne nécessitent pas des actions tout de suite liées à ça. Et d'un autre côté, vous dites on ne peut pas rester indifférent à l'évolution de la société. Donc la société évolue bien et donc il y a plus de dangers aujourd'hui dans la ville d'Angers. On est moins en sécurité et du coup, on a besoin d'armer notre police municipale. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas sur la base d'un fait divers qu'on a pris cette décision. Donc il y a des chiffres c'est sur une pente qui fait qu'aujourd'hui, même si nous avons moins de crimes et de délits aujourd'hui qu'il y a 5 ans, nous avons davantage d'actes dans lesquels ça s'accompagne d'une violence ou d'une arme. Et donc, face à ça, ma responsabilité, pour mieux protéger les Angevins et pour protéger ceux qui les protègent, c'est effectivement d'armer les policiers municipaux. Ça, c'est pas le travail de la police nationale, mais celui de la police municipale, ce que vous dites. C'est le travail de la police nationale, et c'est aussi celui de la police municipale. Le but premier de la police nationale, c'est bien ça. Maintien de l'ordre, faire des enquêtes, faire en sorte de pouvoir effectivement intervenir dans des situations compliquées. La police municipale, c'est une police de proximité. Mais quand, en patrouillant, en étant dans la proximité, vous êtes confronté à des auteurs potentiellement d'actes violents qui sont eux-mêmes armés, ça change d'avoir vous les moyens de vous défendre ou de ne pas les avoir. Et donc, de manière très claire, je n'attendrai pas qu'Angers devienne Nantes pour considérer qu'il faut changer de braquet sur les questions de sécurité. De la même manière que nous sommes sortis d'une forme de déni, de laxisme qui régnait à Angers jusqu'en 2014 avec le refus d'installer des caméras de vidéoprotection, et qu'aujourd'hui, il y en a maintenant près de 300 sur la totalité du territoire municipal, que ça permet d'élucider chaque année des dizaines d'affaires, de retrouver des auteurs. Mais est-ce que ça fait baisser la violence pour autant, Christophe Béchu ? Regardez, monsieur Lallier, non, mais quand je vous explique qu'on a globalement une baisse des actes, des actes criminels, une baisse très forte des cambriolages, des vols sur notre territoire, je veux bien qu'on m'explique que la vidéo-verbalisation ne sert à rien, que la vidéoprotection ne sert à rien, mais je constate malgré tout qu'on a au contraire à la fois des résultats, mais on en a surtout dans le fait d'appréhender les auteurs. Encore une fois, il y a plusieurs volets. Il y a évidemment le fait, si possible, d'empêcher que ça se produise, mais il y a le fait, si ça doit arriver, ou que ça s'arrête le plus vite possible, ou qu'on soit capable de retrouver les auteurs après. Changement de sujet, monsieur le maire, il y a un reproche que vous font volontiers vos adversaires politiques dans vos différents mandats exécutifs locaux, le recours massif à l'emprunt, l'endettement de la ville d'Angers
aurait explosé. C'est du moins ce que vous reproche Noam Léandri, candidat malheureux à la primaire de la gauche ce week-end et par ailleurs conseiller référendaire à la Cour des comptes. Il a une question pour vous, on l'écoute. Alors, monsieur le maire, en 10 ans, vous avez doublé la dette d'Angers. C'est aujourd'hui 3 000 € pour chacun de nos enfants de dette que vous leur léguez en cumulant la dette d'Angers et de la métropole que vous présidez. Et pourtant, la fiscalité est parmi les plus élevées de France dans notre ville. Déjà, quand vous étiez président du département de Maine-et-Loire, vous avez laissé une ardoise encore pire, puisque la dette avait été multipliée par 5 ou 6. Alors, vous allez également laisser une énorme dette qui est cachée sur les opérations immobilières d'Alter, puisque les zones d'activité sont énormément déficitaires. Alors, ma question est la suivante. Quand allez-vous cesser les projets gadgets comme le jumeau numérique ou alors des projets qui sont réservés aux plus riches et qui endettent les Angevins sur plusieurs générations? Voilà, donc Noam Léandri qui vous apostrophe. Je vous propose de répondre juste sur la partie de l'endettement de la ville d'Angers, pas répondre à tous les dossiers, notamment sur Alter, mais sur la ville d'Angers. Bon, ça va être très simple. À l'agglomération, la dette a baissé, à l'exception des dépenses qui ont servi à financer les deuxième et troisième lignes de tramway. Et je le dis de manière d'autant plus tranquille que quand on essaye de faire croire que le tramway, ça privilégierait d'abord ou les plus riches ou les quartiers du centre, c'est ou ne rien connaître aux dossiers locaux ou être d'une très grande mauvaise foi. Sur la ville, on a trouvé en arrivant une dette qui était de l'ordre de 80 millions d'euros et qui avait été constituée en quelques années. En 10 ans, le montant des emprunts que nous avons contractés représente moins que la dette que nous avons trouvée. Il y a ce soir un conseil municipal, si j'ai bien compris. Il aura lieu au moment où vous serez, où vous serez en train de rediffuser cette émission. Pas plus tard que ce soir, nous allons à nouveau baisser la dette de 5 millions d'euros à l'issue de l'année dernière. Notre stratégie financière, elle est claire. Il fallait qu'on rattrape un certain nombre de choses en termes d'équipement, notamment en termes d'équipement qui avait vieilli, sur lequel on avait des travaux à faire, et avec surtout un sujet majeur, qui est celui qui justifie le plus les investissements que nous avons faits, ce sont les opérations de renouvellement urbain de Belle-Beille et de Montplaisir. D'accord, donc quand il dit que l'endettement d'Angers par rapport à Cholet ou à Saumur, pardon, c'est un rapport de 1 à 3. Ça n'a aucun sens. Je vais vous dire un truc. D'abord, il faut s'efforcer de comparer des choses qui sont comparables. La dette de la ville d'Angers, elle est dans la moyenne des villes de même taille. D'autre part... Oui, donc c'est pas un sujet pour vous? Bien sûr que c'est pas un sujet. Le sujet, c'est si à un moment, vous avez une difficulté à rembourser cette dette. Je ne connais pas le montant de votre dette, mais votre banquier, il vous alerte le jour où votre épargne, votre revenu, comparé à votre dette, vous empêche de rembourser. Aujourd'hui, la capacité de désendettement de la ville, qui est ce qui est regardé par les chambres régionales des comptes, elle est aux alentours de 6 à 7 ans. Le seuil d'alerte, il est à 12 ans. En fait, pendant qu'on augmentait la dette, on a plus que doublé l'épargne de notre ville. Pourquoi ? Parce qu'on a attiré des nouveaux habitants alors qu'on en perdait avant 2014. Parce qu'on a attiré des entreprises comme aucun territoire ne l'a fait dans notre strate de population. Et donc, nous avons une très bonne santé financière. En gros, oui, la ville est endettée, mais on aurait tort de ne pas en profiter puisqu'on a une bonne capacité de désendettement. Nous avons une dette qui est dans la moyenne des villes de même taille. C'est ce qu'il y a de plus simple et qui est sous contrôle. Ça fait quoi par habitant? La dette de... D'abord, la dette de la ville... C'est bien 3 000 €. Non, parce que vous ne pouvez pas comparer ces éléments. La dette de la ville, elle est d'environ 1 000 € par habitant. La moyenne dans les villes de plus de 100 000 habitants, elle est de 1 100, 1 200 €. Ensuite, quand on commence à comparer les intercommunalités, on compare des dettes qui n'ont pas les mêmes fondements en fonction de la manière dont vous gérez les services d'eau, de déchets, de transport en commun, puisque les périmètres de ce qu'on fait dans des intercommunalités ne sont pas les mêmes. Et en particulier, quand on compare des grandes villes avec des villes de taille plus petite, où il n'y a pas d'investissement, par exemple sur des tramways, on fausse les comparaisons. Encore une fois, le seul élément qui vaille, c'est est-ce que le territoire que l'on regarde, quelle est sa capacité de désendettement, comparer son épargne et sa dette. Quand on compare notre épargne et notre dette, on est sur une capacité de désendettement qui est aux alentours de 6 ans, quand le seuil d'alerte est à 12 ans. Merci, monsieur le maire. On va enchaîner les sujets. Cette réponse. L'enseignement privé est très présent à Angers. Il représente environ 40% des élèves scolarisés à Angers. Certains vous reprochent un financement excessif par la ville de l'enseignement catholique. On a vu des polémiques sur ce sujet. D'autres, à l'inverse, s'inquiètent parce qu'il y a des baisses de subventions, notamment de la part du département. Donc l'enseignement privé, les OGEC, s'inquiètent aussi de leur financement. Alors,
est-ce que vous estimez que la part de la ville dans le financement de l'enseignement privé, elle est suffisante, insuffisante, excessive? Alors, il y a plusieurs questions de votre question. D'abord, je ne répondrai pas sur le département. Je suis le maire de la ville. C'est un élément de contexte, en fait, sur la baisse des subventions. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la ville d'Angers, elle a une responsabilité vis-à-vis des écoles primaires, élémentaires et maternelles. Dans ce contexte, la règle que nous fixons est très simple. Nous versons à chaque enfant du privé scolarisé à Angers la somme que nous versons aux enfants du public scolarisé à Angers. L'opposition, de gauche, les écologistes en tête, trouvent qu'on donne trop d'argent au privé. Mais moi, je vais vous dire, on respecte les textes, on respecte la loi, et je suis attaché à la liberté de choix des familles. Vous n'allez pas baisser ces subventions parce qu'on sait que Absolument pas. ça va continuer. Le préfet devait rendre un avis d'ailleurs là-dessus. Il l'a rendu? Il m'a écrit il y a quelques jours pour me dire que le contrôle de légalité n'appelait aucune remarque sur le fait que nous financions le privé dans les conditions dans lesquelles nous le finançons. Ok, donc dossier clos pour ça. Autre sujet qui concerne cette fois l'accès. Dossier clos, oui et non, parce que je vais vous dire Dites-nous. que certains aujourd'hui pensent que l'urgence politique, ce serait d'aller raviver la guerre scolaire entre le public et le privé, ça me désole. Qu'on aille faire de l'idéologie ou de la base politique sur le dos des enfants, et en particulier d'enfants qui sont scolarisés dans des écoles privées de périphérie. Parce que ceux qui étaient visés par les écologistes, c'était pas les enfants du centre-ville, c'était potentiellement les enfants de Trélazé, de Saint-Barthélemy, de Oui, c'est-à-dire que Loire-Othion. la ville paye pour les autres communes. C'est De ça la qui est même reproché, manière là. que nous payons pour les enfants qui viennent fréquenter l'école publique et qui viennent de toutes les communes de l'agglo, eh bien nous appliquons le même principe et la même réciprocité pour les communes de l'agglomération, pour les enfants qui sont scolarisés dans le privé. Et donc, relancer la guerre scolaire, prendre le risque de fragiliser des écoles de périphérie, pour moi, c'est pas anodin et c'est pas totalement clos, parce que ce que ça dénote, c'est précisément une vision de la ville dans laquelle l'objectif, c'est de monter les gens les uns contre les autres, et on n'en a vraiment pas besoin. Alors un sujet qui est toujours compliqué pour les villes, c'est l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Il y a quelques jours, l'association des paralysés de France alertait sur notre antenne sur la difficulté pour les personnes à mobilité réduite d'accéder au transport public. 50% des arrêts de bus, selon eux, ne seraient pas accessibles. Ils dénoncent une fausse information par Erigo qui prétendrait que les sites sont accessibles à 100%. C'est vrai que c'est encore le parcours du combattant pour les personnes handicapées d'accéder au transport public. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je réponds plusieurs choses. D'abord, bien sûr que l'accessibilité est un sujet important. Il a fallu qu'on mette les bouchées doubles parce que quand en 2015, théoriquement, tous les bâtiments étaient censés être accessibles, il y avait une grande loi en 2005 votée à l'unanimité et ma surprise en devenant maire, ça a été de découvrir qu'il n'y avait que 20% des bâtiments recevant du public qui dépendaient de la ville d'Angers qui étaient accessibles au milieu de l'année 2014. On aura fini ces travaux sur les bâtiments publics à la fin de l'année 2026 ou à la fin de l'année 2027. On a pris la totalité de ce qu'on avait à faire et chaque année, c'est 1 million d'euros qu'on consacre à l'accessibilité des bâtiments, depuis les musées. Vous êtes d'accord sur les chiffres, sur les constats? 50% des... Alors, des j'arrive au transport. Ce qui est particulièrement complexe en matière de transport, c'est qu'il peut y arriver aussi qu'il y ait des arrêts qui changent en fonction des années. Et donc, la difficulté, c'est qu'à la différence de bâtiments qui ne bougent pas, votre réseau de transport, il est évolutif. Quand on s'est doté des lignes B et C du tram, en parallèle, on a augmenté de 10%, par exemple, l'offre de bus, y compris avec des arrêts nouveaux, en deuxième couronne. Je n'ai pas le détail des chiffres. Il est arrivé par le passé que l'Association des paralysés de France attaque sur tel ou tel sujet. Jusqu'à maintenant, sans succès, la justice administrative considérant que la collectivité avait rempli ses obligations. Mais je fais preuve de beaucoup d'humilité sur ces sujets. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en parallèle, il y a un service dédié pour les seules personnes en situation de handicap, avec un abonnement mensuel encore plus faible que celui qui s'applique pour les personnes les plus fragiles. Ce qui est dur pour eux, c'est qu'ils programment leur parcours, ils arrivent, ils arrivent à l'arrêt de bus, en fait, ça passe pas. Et donc, oui, c'est ces trucs de la vie de tous les jours. Donc, ils se disent, c'est 2005, vous l'avez rappelé, la loi. Ils se sont dit, attends, ça fait 20 ans, en fait. Ça fait 20 ans. Et on n'est toujours pas équipé. Alors qu'ici, à la marge, il y a des arrêts qui changent. Au bout d'un moment, on se dit... Mais, monsieur Delacroix, ma réponse, elle est simple. Humilité, parce que je sais que les choses sont complexes. Ambition et détermination, parce que les sommes que nous mettons tous les ans pour accroître l'accessibilité de la ville, des bâtiments, des espaces publics est une constante et que les chiffres sont aisés à vérifier. Et ensuite, volonté évidemment de rendre la ville inclusive. À vrai dire, le tram, par exemple, qui lui est partout accessible, rend aussi énormément de services dans l'accessibilité globale du réseau. D'accord. Donc vous pensez que ce sujet sera traité définitivement? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas attendu un recours pour y travailler, et que chaque année, on continue d'améliorer l'accessibilité, y compris parfois
à d'autres handicaps que les handicaps auxquels on pense tous, parce que vous avez des questions de handicap sensoriel, que vous avez la question des personnes aveugles, des personnes sourdes, et que c'est sur tous ces sujets en même temps qu'il convient d'avancer. On continue, Christophe Béchu, d'évoquer la politique de la ville. Vous l'avez dit tout à l'heure, un maire est élu pour 6 ans. Il vous reste encore 9 mois de mandat à exercer et 9 mois de projet. Je voulais d'abord vous poser la question parce qu'on entend souvent Angers référencé dans les classements où il fait bon vivre, de villes prospères. Qu'est-ce qui, demain, va faire rêver les Angevins? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus? Je me lève pas le matin en me demandant mais... comment faire rêver les Angevins, mais je vais relever le gant et vous répondre. Rassurez-nous, vous avez quand même des projets pour la ville. J'ose espérer. Si vous me laissez répondre. Mon premier sujet, c'est que je pense que la politique, elle souffre du fait qu'il y a des gens qui sont candidats à des élections et qui, une fois élus, ne tiennent pas les engagements qu'ils ont pris. Et moi, depuis le début, je m'efforce de prendre des engagements et de les tenir. Et donc ma première obsession, c'est comment aller au bout des engagements que nous avons pris. Ça a été le cas entre 2014 et 2020, où on était à plus de 90% d'engagements tenus. Et mon objectif, c'est bien qu'on arrive au même pourcentage de réalisation à l'aune de l'année 2026. Et après ? Ensuite, de manière générale, c'est quoi les qualités de la ville? Qu'est-ce qui fait qu'on est en tête dans ces classements? C'est qu'on est une ville à taille humaine. Garder une ville à taille humaine, ça veut dire être capable de résister aux demandes de ceux qui vous expliquent qu'il faudrait densifier à tout va, construire partout. Ça veut dire ne pas céder à ceux qui... Donc on arrête de construire déjà. On n'arrête pas de construire. On gagne 1000 habitants par an. En revanche, quand j'entends certains m'expliquer qu'on devrait lancer des grands plans de construction, qu'on devrait mettre les bouchées doubles, je pense que ou ils ne connaissent pas le sujet, ou ils se méprennent sur ce qui se passerait. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il y a une nécessité de construire, mais il y a une nécessité de construire à un rythme raisonnable pour que la ville reste à taille humaine, pour que les équipements qui sont les nôtres restent à la bonne taille et qu'on puisse faire en sorte de continuer à être les uns avec les autres, à être la ville du quart d'heure dans la manière dont on est capable de faire les choses. 2, dans le même ordre d'esprit, au-delà de rester une ville à taille humaine, je suis très attaché à ce qu'on ait une croissance qui ne soit pas une croissance d'habitants, mais une croissance d'habitants avec des emplois. Et donc qu'on ne se préoccupe pas seulement de construire, mais aussi d'attirer des entreprises. 3, je considère, et ça fait partie des sujets que vous avez évoqués, que pouvoir continuer à porter des projets, c'est une nécessité, pouvoir les financer. Quand j'entends là aussi la démagogie qui peut consister à suggérer d'aller faire de la gratuité dans tous les domaines, alors qu'on est un des pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés et que nous avons des taux de fiscalité à Angers que je me suis refusé à augmenter depuis 10 ans, je dis de manière très claire qu'il faut aussi avoir les moyens, entre guillemets, de développer les choses. Si je devais esquisser un sujet, c'est celui de penser que, après le temps où il y a eu beaucoup de travaux, le moment de faire en sorte de pouvoir davantage profiter d'une partie de la ville, des espaces qui ont été réalisés, qui ont été mis à disposition. Ce ne serait pas du luxe, vous diront certains. Ben voilà, vous terminez la phrase, qui peut me laisser penser qu'il y a au moins un Angevin dont l'aspiration pourrait être celle-là. On a posé déjà la question aux Angevins. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la ville pour que vous vous sentiez davantage heureux? Je vous propose d'écouter pêle-mêle ce que nous ont dit quelques-uns rencontrés sur la route. Peut-être plus de transport. C'est vrai que le tram, il commence tard et il finit tôt surtout. Je pense que ça pourrait être pas mal que ça soit amélioré. Par exemple, pour les gens qui sortent le soir et les trams qui se terminent à minuit, c'est vrai que ça peut faire un petit peu tôt pour ceux qui habitent un peu plus loin et même pour ceux qui travaillent aussi, oui. Je crois que ce qui m'intéresserait, ce serait travailler sur le vivre ensemble, parce que je trouve, pour en avoir eu l'expérience sur des proches, qu'il y a quand même une violence nocturne qui n'est pas du tout prise en compte. Et j'avais fait à ce propos 2 courriers à un élu, et je n'ai même pas eu un avis de réception de mon courrier. Ce que je souhaiterais là sur Angers, c'est un moyen de transport plus adapté aux seniors pour des petits déplacements. Je connais des personnes qui ne prennent pas les transports en commun. Alors des espaces verts, je trouve qu'il y en a, mais végétaliser un maximum toutes les petites parties qui peuvent l'être. Ça donnerait un attrait visuel et puis aussi un attrait de lutte contre la chaleur, de rétention d'eau.
Voilà, vous entendez Christophe Béchu, les velléités de certains Angevins sur les mobilités, sur le verdissement, sur le vivre ensemble. Ça donne des idées. Alors d'abord, il y a la première auditrice dont les attentes seront comblées dès la semaine prochaine. Ah bah, super. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait encore totalement rendu public, mais je vais profiter en tout cas de votre antenne pour le dire, puisque lundi prochain, nous aurons le conseil d'agglomération, le 7 juillet, au cours duquel nous attribuerons la délégation de services publics pour la gestion de notre réseau de transport en commun pour les 6 ans qui viennent. Et ce que nous avons demandé aux candidats, c'est de toute façon d'étendre les horaires, notamment en soirée, de prévoir un service de nuit compte tenu de la vie nocturne qui peut exister, et d'améliorer aussi la fréquence le week-end, et en particulier le dimanche. Donc il y aura un vote la semaine prochaine qui... je pense, devrait répondre à une partie de tout ça. Sur la végétalisation, je suis évidemment complètement d'accord. On doit être rendu à 400 ou 500 mini-jardins, par exemple, qu'on a pu mettre dans les diverses rues. C'est le parc Balzac, c'est la volonté de végétaliser le plus d'espace possible. Puis ce sont les coupures vertes avec ces plantations d'arbres. Je pense à la forêt du Grésillé, je pense à d'autres espaces sur lesquels, systématiquement, dès qu'on peut, on va effectivement débitumer. C'est la désimperméabilisation de nos cours d'école. Enfin, très clairement, c'est l'orientation sur laquelle nous sommes. Mais est-ce qu'il reste des choses à faire ? Évidemment. Et vous avez l'intention de les mener, ces choses à faire ou pas ? C'est une question à laquelle je répondrai le moment venu, monsieur Lallier. Pourquoi il y a un moment qui est plus opportun qu'un autre pour dire si on est candidat ou pas à l'élection municipale ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour le moment, ce qui me préoccupe, c'est pas l'après-mars 2026, c'est l'avant-mars 2026. Et ça, croyez bien que ça m'occupe. Et puis, être candidat... c'est pas seulement une décision individuelle, ça repose bien sûr sur la volonté de ceux qui vous accompagnent politiquement, mais ça suppose aussi qu'à titre personnel et avec votre famille, avec votre entourage immédiat, vous soyez très en phase avec un nouvel engagement qui est d'une durée de 6 ans. Et j'ai pris l'habitude au cours de ces dernières années, les étés qui précèdent les années électorales, de prendre le temps, de me poser, de m'interroger sur ce que je souhaite pour la suite et de prendre ensuite le temps d'y répondre. Les raisons d'être candidat à nouveau, elles existent. Il y a des choses à faire. Bien entendu, mon envie, mon amour pour Angers, rien de tout ça n'a changé. Il y a d'autres paramètres que je vais prendre le temps, à titre personnel, d'examiner cet été. Vous réfléchissez, on l'entend. On n'est pas hyper inquiet non plus sur Non. vos intentions a priori, hein, mais on l'a bien entendu. Mon objectif n'est ni de vous inquiéter, ni de vous rassurer, c'est de vous dire la vérité au moment où vous me posez ces questions. En 20 secondes, parce qu'il reste quand même 9 mois, si vous deviez énumérer les 2 ou 3 projets structurants qui vont terminer ce mandat. Les 2 ou 3 projets structurants qui vont... c'est d'abord bien sûr la livraison de l'entrée de ville du côté de la place Kennedy, où à partir de la rentrée, le fait d'avoir piétonnisé l'ensemble de l'espace au droit du château, y compris d'ailleurs avec ce qu'on appelle de la prévégétalisation, c'est-à-dire en rendant la terre perméable, ce sera évidemment un moment fort, mais il n'y a pas que ça. Il y a notamment les travaux qui se déroulent à Belle-Beille et à Montplaisir, qui sont les 2 quartiers dans lesquels on aura le plus investi au cours de ces dernières années pour faire en sorte là aussi d'aller restaurer du vivre ensemble et redonner à ces quartiers qui en manquaient davantage d'opportunités et de dynamisme. Christophe Béchu, vous restez avec nous, on prend le temps de souffler 1 minute, on se retrouve juste après. Émission spéciale, Bastien Lallier, Raphaël Delacroix sur RCF. Vous écoutez RCF Anjou, émission spéciale jusqu'à 19h. Nous sommes avec Christophe Béchu, maire d'Angers, avec qui nous avons parlé politique locale en première partie d'émission. On va évidemment revenir dans un instant sur votre passage au ministère, notamment de la transition écologique. Et avant cela, avec Raphaël Delacroix, nous voulons vous poser quelques questions. D'abord sur le métier de maire, Raphaël. Mais oui, c'est au maire que je m'adresse, mais aussi à l'ancien ministre des collectivités territoriales. On va avoir le forum des maires mercredi à Saumur, et puis évidemment, on va rentrer dans une allée électorale pour les élections municipales. Encore autre élément de contexte, 6% de démissions de maires ont été enregistrées sur cette mandature. On sait que c'est une mission difficile, alors surtout dans les communes rurales. On parle beaucoup de manque de respect pour l'autorité. Des maires sont souvent, sinon agressés, au moins apostrophés de façon agressive. Est-ce que vous avez senti que le rapport entre le citoyen et le maire se fragilisait ? Pour être très honnête, je ne l'ai pas senti à titre personnel. Je boucle demain 10 réunions de quartier qui seront déroulées au mois de janvier. Ce sera un peu plus de 3000 Angevins en tout que j'aurai eu l'occasion de rencontrer. Il y a des questions qui sont parfois posées de manière véhémente, mais
je n'ai pas senti le moindre manque de respect en direct. En revanche, je suis ni sourd ni aveugle. On a une multiplication des insultes, des atteintes aux symboles d'autorité. Ça peut être le maire en direct dans des communes plus petites. Ici à Angers, ce sont par exemple les agents municipaux ou de l'agglomération qui se retrouvent insultés parce qu'ils vont demander des photos d'identité conformes pour aller faire son passeport et qu'on va avoir des usagers qui vont monter dans les tours, parce qu'il y a un usager qui est derrière un camion poubelle et qui ne supporte pas de devoir attendre 1 minute le temps qu'on ramasse les poubelles. Et là, où auparavant il y avait un respect, il y a aujourd'hui des insultes qui fusent et il peut même y avoir des coups qui partent. Cette violence, on a le sentiment qu'elle a augmenté depuis le Covid. Les chiffres, en particulier remontés par l'Association des maires de France sur le plan national, le prouvent. Comme si, après ces mois de confinement, les gens étaient ressortis de ça en ayant plus peur des autres. Comme si à force de nous répéter qu'on pouvait être contaminé par son voisin de palier ou par la personne qu'on allait croiser, il y avait une espèce d'agressivité qui s'était renforcée. Et cette réalité-là, pour le coup, je peux en témoigner, à la fois dans les multiples maires que j'ai rencontrés, notamment après qu'ils aient été victimes de violences quand j'étais ministre en charge de l'écologie et des collectivités territoriales, mais même plus simplement ici, à l'échelle du Maine-et-Loire, dans les rencontres que j'ai avec mes collègues, comme celles que nous aurons après-demain à Saumur. Il va falloir monter des listes, évidemment, cette année en préparation des élections municipales. Le recrutement des équipes n'est pas toujours facile parce qu'il y a peut-être aussi un engagement moins spontané pour s'engager dans ce type de mandat. Est-ce que vous partagez aussi ce constat ? Est-ce que vous entendez qu'on a un petit peu de mal à constituer ces listes ? Alors, on n'est pas encore, mais en tout cas, les maires nous le disent, nous. D'abord, et je pense que c'est important que vos auditeurs l'entendent, derrière la réunion du conseil municipal dont on a éventuellement le compte-rendu, il y a toutes les réunions pour faire en sorte de préparer les décisions. Et la plupart du temps, elles ont lieu quand ? Elles ont lieu le soir ou elles ont lieu le week-end. Parce que c'est le seul moment où vous pouvez réunir des femmes et des hommes, sauf à avoir que des gens qui ne travaillent pas. Et donc, c'est du temps qui est pris sur votre temps familial, sur le temps que vous avez pour vos amis, pour vos proches ou pour vous-même. Et donc ça complique les équilibres personnels. Quand en plus, vous avez des finances qui se tendent, et quand enfin, vous avez des habitants qui se manifestent uniquement quand ils sont mécontents, à la fin, ça devient compliqué d'aller convaincre des gens de prendre sur leur temps personnel. Là, vous n'allez pas nous aider à recruter des candidats, ce que vous venez de dire. Vous m'interrogez sur le fait de savoir si je le constate. Ouais. Oui, et en disant ça, c'est aussi une manière finalement d'appeler à avoir un respect pour ceux qui s'engagent, quelle que soit leur tendance politique, parce que derrière, il y a ces sacrifices qui, rappelons-le, dans l'écrasante majorité des communes, sont de surcroît totalement bénévoles. Maintenant, être élu, c'est précisément l'occasion de vivre presque plusieurs vies en une seule, parce que vous allez pouvoir à la fois échanger avec un agriculteur sur ses difficultés, réfléchir à ce que serait le bon revêtement pour le parvis devant l'église, avoir l'occasion de vous poser la question de savoir comment soutenir une dynamique associative, regarder comment aider un jeune qui a un projet et qui peut avoir envie de faire un financement participatif pour pouvoir partir en vacances. Bref, c'est une formidable occasion de fraternité et d'humanité. Mais il ne faut pas être dupe sur le fait qu'elle a un prix et que malheureusement ce prix a tendance à s'accroître. Très rapidement, vous allez renouveler, au cas où vous êtes candidat, etc. Vous allez renouveler à 50% votre équipe municipale, ce que vous avez toujours fait ? À chaque fois que j'ai été candidat, j'ai renouvelé mon équipe de 50%. Si je devais être candidat à nouveau, je la renouvellerais à nouveau de 50%. Et ma surprise, c'est que je ne suis pas encore candidat, mais j'ai déjà des dizaines d'Angevins qui se sont manifestés de manière très spontanée pour m'expliquer leur désir. Vous ne connaissez pas cette crise de l'engagement sur la ville d'Angers ? Honnêtement, non. Mais c'est moins difficile de trouver 59 personnes dans une ville de 150 000 habitants que d'en trouver 7 dans une commune de 150.
On continue de parler de l'engagement, mais de votre engagement au niveau national. Christophe Béchu, je rappelle que vous avez été nommé ministre délégué chargé des collectivités territoriales en mai 2022. Puis, le 4 juillet, vous avez été promu, entre guillemets, au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Portefeuille que vous avez conservé lors des remaniements successifs jusqu'en septembre 2024 et l'arrivée de Michel Barnier comme Premier ministre. Vous avez travaillé sur beaucoup de dossiers, notamment sur la loi ZAN, sur l'adaptation au changement climatique, sur le consumérisme compulsif aussi, puisqu'on se souvient tous de cette fameuse pub de l'ADEME sur le dévendeur. Est-ce que vous vous êtes découvert quelque part une fibre écologiste ? Vous savez, le procès qui vous est fait quand vous arrivez dans ce ministère, c'est de dire que vous ne pouvez pas être sincèrement sensibilisé à l'écologie si vous n'êtes pas de gauche. Je ne suis jamais entré là-dedans. D'abord parce que je pense que c'est une fantastique escroquerie idéologique que de laisser penser que la défense de la planète serait réservée à une moitié, voire à une petite moitié, si vous voulez, des citoyens. Et ce qui est terrible, c'est cette manière de radicaliser le débat sur les questions qui concernent la planète avec une petite musique très insidieuse qui laisse penser que si vous ne faites pas tout, vous ne faites rien. Moi, l'écologie, je l'ai pratiquée comme maire. Je l'ai pratiquée en développant le tramway, je l'ai pratiquée en végétalisant, je l'ai pratiquée en décrétant un moratoire sur l'installation de zones commerciales. Et donc, je n'ai jamais eu de leçon à recevoir de gens comme Madame Rousseau ou Madame Panot qui confondent, elles, l'écologie et la lutte des classes et qui voient dans l'écologie un moyen d'aller réhabiliter Est-ce que ça a renforcé des idées de confiscation votre fiscale. sensibilité peut-être ? Bien sûr, d'abord ça l'a élargi, parce que pour être très honnête, la problématique par exemple de l'érosion de trait de côte, c'est-à-dire de la montée du niveau des océans avec l'ensemble des questions auxquelles sont confrontés le littoral, c'est évidemment un sujet qui ne m'était pas familier. 2, sur les questions d'érosion de la biodiversité, et pas seulement, j'allais dire, à une échelle nationale, pour avoir participé par exemple aux négociations sur la COP15, sur l'extinction d'espèces, sur la manière de faire en sorte de lutter contre ça, je dois dire que la réalité, l'ampleur de ce qui se vit, d'ailleurs de manière souvent plus prononcée dans d'autres continents que chez nous, m'a frappé. Et c'est sans doute encore plus vrai sur la pollution plastique. De mesurer qu'en 2060, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, qu'on en ingère tous les mois plusieurs grammes dans la nourriture que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons, etc. Et la complexité d'arriver à fabriquer les coalitions internationales ou mondiales qui nous permettent de sortir de ce type de fléau, ça, ce sont des sujets sur lesquels j'ai vraiment eu l'occasion de travailler. Donc vous avez découvert un peu ça, quand même. Sur la partie pollution plastique et sur beaucoup des sujets marins, ça, effectivement, était une découverte. J'en avais le niveau de connaissance de mes lectures, pas le niveau de la pratique et pas celui de vous retrouver à devoir prendre un certain nombre de décisions, fort heureusement, avec des conseillers, des organismes, des structures, des partenaires. Et donc vous êtes en partie un converti quand même si vous l'enviez avant. Mais je peux dire sur l'antenne de RCF que je suis converti. Il y a beaucoup d'associations qui, voilà, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, saluent votre implication, même si beaucoup expriment aussi le fait que vous avez perdu beaucoup de vos arbitrages, notamment face à Bercy ou face au Premier ministre. Que dirait-elle aujourd'hui ? Ce que je veux dire, c'est que bien sûr que je n'ai pas gagné tous mes arbitrages. Néanmoins, j'aurais été le ministre qui, pendant 2 ans et demi, aura pu à la fois accompagner les plus fortes baisses sur les émissions de gaz à effet de serre, disposer des budgets les plus importants jamais votés pour l'écologie et obtenir des succès internationaux ou nationaux sur un certain nombre de sujets qui aujourd'hui ressemblent à des souvenirs tellement le backlash sur l'ensemble de ces questions, aussi bien sur le plan européen que sur le plan national, est fort et violent. Mais donc vous avez quand même souffert d'être à la tête d'un ministère dont on sait que ce n'est pas la priorité absolue d'un gouvernement. Je dirais pas ça. Je dirais que l'écologie, ça nécessite des décisions qui sont dans le temps long. Et comme ministre, on attend de vous des réponses dans le temps court. Pour avoir une véritable politique écologique qui fonctionne... C'est vrai pour tout, hein, d'une certaine façon. Non. Prenez par exemple des sujets comme la sécurité ou la justice. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous êtes jugé sur votre réponse dans le temps court et pas uniquement dans le temps long. À l'inverse, penser qu'on va décarboner, qu'on va s'adapter à des évolutions de température qui vont se renforcer et que nos pas de temps, c'est de l'ordre de 10, de 20, de 30 ans, là, ça nécessite une constante dans les politiques qu'on décide, dans les évolutions technologiques qu'on accompagne, dans les financements qu'on met en place. Et de ce point de vue,
Ma frustration, ça aura été souvent par rapport à des caps, par rapport à des boussoles, par rapport à du temps long, d'avoir une difficulté à obtenir des décisions qui soient raccord avec ces visions à long terme. On a mis en place, et je suis convaincu que ça restera, la planification. Comment on arrive à la neutralité carbone au milieu de ce siècle? Comment on est d'ores et déjà en capacité de baisser une partie de nos consommations d'énergie fossile? On a un guide, on a un mode d'emploi sur lequel il faut être capable d'avancer et autour duquel on devrait tous se retrouver. Ce que je déplore... Même si le Haut Conseil pour le climat disait que c'était encore insuffisant pour atteindre ces fameuses neutralités carbone. Mais il est dans son rôle. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut l'humilité quand vous établissez un plan à 30 ans, de vous dire qu'il peut aussi y avoir, entre maintenant et 30 ans, un certain nombre d'évolutions, en particulier technologiques, sur lesquelles vous êtes capable de vous appuyer. C'est pas faire du technosolutionnisme que de s'appuyer ou de miser sur une part de l'intelligence humaine, tout en expliquant qu'il faut en parallèle changer nos comportements et sonner le tocsin en termes de prise de conscience, parce qu'il y a des quantités de sujets qui sont pas seulement bons pour la planète, mais qui sont bons aussi pour le porte-monnaie. Je vous donne un exemple. On a parfois des débats qui sont hors sol. Quand vous mesurez aujourd'hui que nous, Français, on paye en fonction du niveau des cours entre 70, 80, 100 milliards par an pour acheter du pétrole et du gaz à des pays qui en produisent. Le point commun des produits qui en produisent, c'est que la plupart du temps, ce ne sont pas nos amis d'un point de vue géopolitique. Quand on se retrouve avec un bras de fer justifié avec l'Algérie, qui a emprisonné un écrivain, qui refuse de reprendre les étrangers qui sont renvoyés chez eux sous OQTF, et qu'en parallèle, on leur achète du gaz, quand on s'offusque de l'offensive russe, ou qu'on pointe du doigt des pays dont on sait, sinon qu'ils arment le djihadisme, au moins qu'ils font en sorte d'encourager des logiques communautaristes, comment peut-on continuer à leur faire des chèques ? Le tout avec parfois la bénédiction de partis qui, sur le plan national, vous expliquent qu'ils sont nationalistes et patriotes. Développer les énergies renouvelables pour faire en sorte qu'on produise nous-mêmes et qu'on arrête de faire des chèques à des pays qui ne sont pas nos amis, ça me semble être non seulement une évidence écologique, mais une évidence économique. Juste un mot sur le changement de comportement que vous appelez de vos voeux, peut-être au niveau des bases aussi. Je reviens sur cette publicité de l'ADEME, du dévendeur, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez toujours aujourd'hui ou c'est un regret, puisque paraît-il, elle vous a valu quelques remontrances? Je vous confirme. Un coup de fil quelques minutes avant que je passe à l'antenne pour m'inciter à changer ce que j'étais sur le point de dire. De la part d'Emmanuel Macron ? Pas de la part du président de la République, mais j'assume pleinement, et je vais vous dire, voilà typiquement un sujet sur lequel on a un débat sur la publicité alors qu'on devrait l'avoir sur la politique. Je m'explique. Il y a 4 ans, en moyenne, chaque Français achetait 30 vêtements en intégrant les chaussures. Voilà. Pour l'année 2024, c'est 42. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 12 articles par personne et par an ce que nous achetons. Alors même qu'on sait que l'industrie du textile au sens large produit des produits qui sont de moins en moins qualitatifs, de plus en plus bourrés de polyester, c'est-à-dire de billes de microplastique, qui sont impossibles à recycler compte tenu de la façon dont ils sont mélangés. Et donc, qu'on lutte contre l'ultra fast fashion, contre des plateformes comme Shein ou Temu qui nous envoient par avion des pièces à pas cher, mais qui oublient de dire une chose, c'est que la facture de ces déchets textiles qui vont être portés 2, 3, 4 fois, elle sera intégralement pour les contribuables que nous sommes. Ça justifie pleinement de changer les règles et d'arrêter de se retrouver dans un truc où on privatise les profits et où, si j'ose dire, on collectivise les dégâts pour l'environnement. Je sais pas paradoxal de tenir ce discours-là, Christophe Béchu, et puis d'un autre côté de favoriser l'implantation de grosses boîtes type Action sur notre territoire, qui, on peut pas le dire franchement, soit des modèles en termes de produits vertueux également. Plusieurs remarques, monsieur Léger. La première, c'est que comparer des gens qui ont des sites en France avec des gens qui n'ont aucun site en France, c'est pas exactement la même chose. Et deux, produisent pas en France, Action. Oui, sauf que la différence, c'est que je préfère avoir un entrepôt logistique qui, quoi qu'il arrive, s'il n'avait pas été là, aurait été à 20 km d'ici, et comparer des pure players qui fabriquent tout dans des ateliers au bout du monde. Vous aurez pu dire, je suis désolé, moi je ne mange pas de ce pain-là, bien sûr je suis sensible à l'emploi, mais compte tenu de ce que vous venez de dire, vous dites désolé, développer un business comme celui-là, non, c'est pas bon quoi.
Et d'une certaine façon, vous y avez contribué. Mais monsieur Delacroix, je vous permets tout à fait de défendre toutes les lignes politiques que vous voudrez si vous êtes un jour candidat à des élections. Vous m'interrogez, moi. Mais oui. Je vous laisse faire les réponses, mais vous me permettez, je vous laisse faire les questions, mais je tiens quand même à faire les réponses. Et donc je vous dis, je ne compare pas ce qui relève de fabrication qui se fait intégralement à l'étranger avec un modèle dans lequel une part de la valeur est ensuite prise en charge par les contribuables pour éliminer les dégâts de ces vêtements produits au rabais, avec des entrepôts logistiques qui permettent d'acheminer en proximité des magasins physiques avec des vendeurs et qui ont des clients. Merci pour cette réponse. Il nous reste 3 minutes. On va les consacrer à une échéance importante, Raphaël Delacroix, puisque après les municipales 2026, il y a déjà la tête au présidentiel 2027. Et oui, j'avais beaucoup de questions sur le sujet. On va faire rapidement. On va faire très rapidement. Effectivement, dans la perspective de l'élection présidentielle, on sait qu'Édouard Philippe s'est lancé très très tôt dans cette campagne. Vous êtes secrétaire général de son parti Horizon. Vous allez être mobilisé sur cette campagne présidentielle. Est-ce que vous allez, deuxième question, être mobilisé sur l'élaboration du programme présidentiel aux côtés d'Édouard Philippe? Oui. Et c'est un travail qui a déjà commencé. Est-ce que ça veut dire que vous serez toujours maire à plein temps alors que vous allez très pris par cette campagne présidentielle? Je vous indique que ça a déjà commencé depuis des mois. Oui, et que peut-être vous avez peut-être que vous n'êtes pas maire à plein temps depuis des mois et que vous passez une partie de votre temps au siège du parti Horizon. Figurez-vous que dans une semaine, il y a des jours, il y a des nuits, il y a des quantités de moments. Je suis aux côtés des Angevins quand c'est nécessaire. Je peux vous assurer que c'est utile aussi d'avoir une expérience de terrain et de ne pas laisser des gens écrire seulement un programme en chambre. Cela dit, il y a des dizaines de personnes qui contribuent à l'élaboration de ce programme. Et ça s'appuie aussi bien sur des remontées de terrain que sur des contributions spontanées. On est en train de peaufiner tout ça. Et encore une fois, je considère qu'une part de mon job d'élu, c'est de faire en sorte que dans des domaines où il convient de changer la loi, on puisse utiliser une échéance comme l'élection présidentielle pour l'obtenir. Dernière question, et je sais qu'il vous faudrait peut-être plus de temps pour y répondre. Vous avez participé à 2 gouvernements qui appartiennent à la majorité présidentielle. Vous étiez très à l'aise dans ce gouvernement. Alors maintenant, le président est plus très populaire. Édouard Philippe tire à boulet rouge sur le président. Dans son dernier livre, il dit même qu'il est malade de colère contre le président. Donc finalement, Emmanuel Macron, c'est plus ça. Donc maintenant, il faut se débarrasser de ce boulet de son bilan. Vous savez, d'abord, vous prêtez à Édouard Philippe des propos qu'il n'a pas tenus. Le président de la République a été élu en 2017, il a été réélu en 2022, et il y a au moins une chose qui est certaine, c'est qu'il ne sera pas candidat en 2027. Est-ce qu'il a apporté à la vie politique et au pays? Non seulement il n'y a pas de doute là-dessus, mais au fur et à mesure que le temps passera, ce sera l'occasion d'aller en faire le bilan. Depuis la dissolution, on est entré dans un autre temps, dans un temps troublé, où on a un socle commun dans lequel la majorité présidentielle historique a été rejointe, entre guillemets, par les Républicains. Je m'en réjouis. Je me permets quand même de vous dire que je l'avais appelé de mes voeux dès 2022 et dès le soir d'une élection qui avait abouti à ce que nous n'ayons qu'une majorité relative. Est-ce que ça veut dire que les membres aujourd'hui du gouvernement se définissent par rapport au président de la République? Non, ils se définissent par rapport à la seule chose qui vaille, c'est l'intérêt du pays. Et donc, quand vous êtes ministre, vous êtes là pour servir le pays avant de servir tel ou tel homme. Et de ce point de vue, de manière très claire, je ne regrette pas les années que j'ai pu passer et l'honneur que j'ai eu de servir mon pays et le président de la République. Je suis aujourd'hui heureux d'avoir retrouvé des fonctions de maire et j'avais fait savoir que c'était mon souhait au moment de la dissolution, sans attendre le choix du Premier ministre ou les entretiens que j'ai pu avoir avec Michel Barnier. Pour autant, il y a des échéances devant nous qui sont cruciales et qui le sont d'autant plus qu'on voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment dans le pays et qu'on ne pourra pas se permettre de rester dans un tel immobilisme au-delà de 2027. Juste humainement, travailler avec Emmanuel Macron, comment c'était? Je ne divulgue rien de ce qui relève, entre guillemets, d'échanges en petit comité. Ce que je peux dire, c'est qu'un gouvernement, ce n'est pas une équipe municipale. C'est pas une équipe, c'est davantage chacun pour soi qu'un collectif, y compris dans la manière dont les choses sont constituées. Et parce que vous êtes là pour un temps indéterminé, alors que dans un collectif municipal, vous connaissez le début, vous connaissez la fin, et il y a donc bien plus de clarté dans le fait d'établir le programme ensemble et d'en être ensuite solidairement comptable. Ça vous a changé sur le plan personnel ou pas? Bien sûr, ça m'a changé à la fois par les sujets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, par les rencontres que j'ai faites, dont certaines qui ont été très marquantes avec des scientifiques, glaciologues, hydrologues, y compris avec une tribu
d'Amérique du Sud, parlant de son rapport à la nature, de la différence entre la science entre guillemets occidentale et une part de sagesse plus ancestrale. Ça m'a changé dans la découverte de notre pays comme je ne l'avais pas fait auparavant, c'est-à-dire en prenant conscience sans doute encore plus des différences qui peuvent exister entre le sud, le nord, l'est et l'ouest de notre pays, que ce soit dans les pratiques politiques, dans le rapport à l'autorité, dans le rapport à la dépense publique. Ça m'a changé dans le poids des médias, avec une pression médiatique parisienne constante, dont le risque c'est qu'elle vous empêche de penser pour en permanence essayer de trouver la phrase qui fera le buzz, et ça c'est pas la partie qui m'a le plus plu. Christophe Béchu, maire d'Angers, pas encore candidat officiel donc aux prochaines élections municipales prévues au mois de mars prochain. Merci beaucoup à vous de vous être prêté au jeu des questions-réponses sur antenne d'RCF Anjou.